Fresh Morning. Fresh Morning. C'est Urban FM 104.5. Mosley, faut pas encore venir nous parler de tes trucs. Quel truc? Des trucs qui nous fatiguent. Quel genre de truc qui nous fatigue? Il faut être clair. Ta politique. Parler de la politique, mais la politique, c'est celle qui est, on va dire, le métronome d'une société. Pardon, arrête de nous enfumer. Tu le sais. Aujourd'hui, on parle de quoi? Alors ce matin, nous parlons du congrès de clarification du Rassemblement Héritage et Modernité. Pour mémoire, pour ceux qui plus ou moins ne se rappellent plus réellement d'où vient Héritage et Modernité, il faut savoir que c'était une fraction du Parti démocratique gabonais, notamment avant l'élection présidentielle de 2016, et qui avait choisi, du moins Barreau Chambrier et un certain nombre de cadres à l'époque, avec d'ailleurs Michel Mengamessono, avaient choisi de marquer leur opposition aux différences, ils se sont désolidarisés des décisions qui avaient été engagées par le PDG à un moment donné pour pouvoir plus ou moins conduire à la mise en place du travail de préparation de la candidature d'Ali Bongo à l'élection présidentielle de 2016. Et à cette issue, ils ont créé ce qu'ils appelaient déjà à l'époque le PDG Héritage et Modernité, qui est devenu par la suite au mois de mai-avril 2016, Rassemblement Héritage et Modernité, et qui depuis ce temps a réuni un grand nombre de personnes, notamment une certaine élite politique du Gabon, avec à sa tête Barreau Chambrier. Et à un moment donné, on a vu en eux comme étant des potentiels candidats à l'élection présidentielle de 2016. Malheureusement, ils ont fait le choix de soutenir Jean Ping, et d'ailleurs, c'est ce qui avait à la suite de cette élection, parce qu'ils étaient clairement marqués dans l'opposition radicale, ils avaient pris fait et cause pour Jean Ping pour pouvoir soutenir son élection, et ils avaient à un moment donné annoncé, du moins mis en avant le fait que la contestation de l'élection était quelque chose qui devait perdurer, étant donné que de ce qu'ils revendiquaient déjà au sein du Parti démocratique gabonais, les attitudes n'avaient pas changé à la tête de l'État, et qu'un certain nombre de comportements continuent, perdurent. Et évidemment, on est arrivé en 2017 avec évidemment le congrès, du moins on va dire la rencontre politique d'Angondje que le chef d'État avait convoqué. Et lors de ce dialogue politique d'Angondje, il était question pour le chef de l'État de pouvoir réunir autour de lui un certain nombre d'acteurs de la vie politique du Gabon, sinon tous les démembrements politiques du Gabon, qu'il s'agisse des hommes politiques, de la société civile ou encore des ONG, en tout cas toutes les forces vives du Gabon. Et à ce moment-là, il y a eu des personnalités qui ont choisi d'aller participer. Et au sortir de ce dialogue politique d'Angondje, il était question pour le chef d'État également de maintenir son vœu de voir une participation de l'opposition dans le sens de l'apaisement politique au niveau de notre pays, d'apporter une accalmie sociale. Il avait fait une main tendue à l'opposition pour intégrer le gouvernement de la République. Et on se souviendra qu'au mois de mai 2018, évidemment, Michel Menga a décidé de faire son entrée au gouvernement. Et aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 31 mois depuis qu'il a fait cette entrée-là. Et à la suite de son entrée au gouvernement, il y a eu une crise qui s'est installée au sein de Héritage et Modernité, parce qu'à un moment donné, les gens ne comprenaient pas comment le secrétaire général d'Héritage et Modernité avait préféré rejoindre le camp de la majorité, sinon faire route avec Ali Bongo Ondimba, au lieu de maintenir la ligne qui était celle du parti. Et cela a créé une nouvelle scission ça n'a pas traîné très rapidement dans les tribunaux, parce qu'à un moment donné, il y a eu la discussion sur qui garde la paternité d'Héritage et Modernité. Donc, Barreau Chambrier a plutôt opté de pouvoir se réinventer. En se réinventant, ils se sont donné un nouveau nom, donc du moins sa tendance s'est donné un nouveau nom, le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, le RPM, qu'il dirige aujourd'hui et qui a d'ailleurs reçu son récépissé provisoire il y a quelques semaines, à peu près 2 semaines par là. Et dès cet instant, avec cette scission, il fallait que Michel Menga
au-delà du congrès qui avait conduit à cette session, parce qu'il y a eu un premier congrès extraordinaire d'héritage moderne auquel avait assisté Michel Menga, malgré le fait qu'il avait rallié le camp d'Ali Bongo en 2018. Après, à l'issue de ce congrès, avec la session qu'il y a eu, on est à 2 ans. On a eu 2 ans sans que l'héritage de modernité puisse réellement se déployer convenablement sur le terrain, au-delà du fait que celui qui a désormais eu la charge de conduire sa destinée, donc Michel Menga, soit ministre au gouvernement de la République, mais également ait participé à l'élection législative au niveau de la commune de Kokobich, donc dans la Noya, le département de la Noya, et à l'issue de cette élection, il a été maintenu au gouvernement. Donc il fallait qu'il donne aujourd'hui quelle est sa lecture, quelle est sa vision de la politique, quel est son engagement, quelle est sa détermination. Est-ce qu'il entend continuer à suivre les pas de l'exécutif, donc à être au gouvernement et à suivre la politique du chef de l'État. Et c'est pourquoi ils ont organisé un congrès de clarification. Et ce congrès de clarification aujourd'hui a permis à ces derniers de se resituer et de pouvoir désormais donner la ligne qui est la sienne. Il a choisi de poursuivre son entente, du moins sa relation avec l'exécutif, donc avec le chef de l'État, continuer dans la politique qui a été tracée par ces derniers et faire en sorte que sa formation puisse également suivre. Mais ce qui nous intéresse surtout ce matin, c'est le fait que dans l'organisation de ce congrès de clarification, il y a eu quand même un mercato. Et c'est ce mercato-là qui fait vraiment, du moins, qui est au cœur de l'actualité. Notamment, on a l'ancien secrétaire exécutif adjoint du RPM, donc du parti de Barreau-Chambrier, qui est Serge Maurice Mabiala, qui est député de Mouila, qui a fait son entrée dans le rassemblement Héritage et Modernité. Et en faisant son entrée, évidemment, ça augure quand même un certain nombre de questionnements. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se demandent comment quelqu'un qu'on a vu il n'y a pas très longtemps manifester son opposition à la révision de la Constitution au niveau de l'Assemblée nationale et qui est réellement, qui était présenté réellement comme le porte-flambeau, sinon le porte-parole même du groupe parlementaire du RPM à l'Assemblée nationale, du moins du groupe des députés du RPM à l'Assemblée nationale. Pourquoi choisit-il de rejoindre les rangs d'Héritage et Modernité? Et c'est vraiment la grande question aujourd'hui, parce que de l'intérieur, on ne saurait pas exactement ce qui a motivé, puisque jusqu'à aujourd'hui, l'intéressé ne s'est pas prononcé. Mais ce qui ressort, c'est que des discussions que les uns et les autres ont pu avoir, de ce qu'on a pu glaner comme information, il se trouve qu'il y a comme une querelle de leadership au sein d'Héritage et Modernité, du RPM aujourd'hui, parce que certaines personnes accusent Barreau-Chambrier de briller par un certain nombrilisme, parce que pour eux, aujourd'hui, au sein de leur formation politique, ils se voient comme l'alpha et l'oméga, et sa seule ambition désormais est de pouvoir s'inscrire dans la logique d'être le candidat de cette formation à l'élection présidentielle. Or, il y a quand même des gens en son sein qui trouvent que peut-être qu'il n'a pas tous les éléments nécessaires pour être le candidat naturel de la formation. Et ce qui aurait, dans un premier temps, c'est ce qu'avance un certain nombre de personnes, ce qui pourrait justifier l'adhésion de Serge Maurice Mabiala, du moins le départ du parti pour aller adhérer à Héritage et Modernité. 2, il y a le fait que quand on se retrouve dans quand même la lecture de l'évolution de ce parti, Michel Menga a été quand même un compagnon de Serge Maurice Mabiala au sein de l'Héritage et Modernité avant qu'il n'ait la scission. Certainement qu'ils ont des points de vue convergents, qu'ils ont une certaine complicité sur le plan de la lecture politique qu'on peut faire aujourd'hui du Gabon. Peut-être que pendant longtemps, parce qu'il ne faut pas aussi l'oublier, Serge Maurice Mabiala a quand même été ministre de la République, donc il connaît plus ou moins le fonctionnement de l'État, il connaît plus ou moins les attitudes et les engagements des uns des autres. Il a plus ou moins été proche du chef de l'État à un moment donné. Est-ce que ce n'est pas aussi cela qui a permis à ce qu'il puisse répondre favorablement à la sollicitation du président d'Héritage et Modernité, Michel Menga? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura la possibilité de l'interviewer certainement sous peu. Mais ce qui
revient au goût du jour, c'est certainement cette querelle de leadership, parce que quand on voit comment certains militants expliquent la gestion même en interne du parti, pour eux, il n'y a pas de place si on n'est pas suffisant. Enfin, beaucoup de militants n'arrivent pas à s'exprimer clairement dans le RPM parce qu'ils ne disposent pas d'une certaine responsabilité sur le plan du parti, mais également parce que certains ne bénéficient pas d'une fortune qui leur permette de pouvoir faire entendre leurs raisons. Et d'ailleurs, beaucoup aujourd'hui accusent Barreau Chambrier d'avoir les yeux fermés sur la réalité de l'action politique au Gabon. Ils prennent par exemple pour le cas de la gestion de ce qui s'est passé pendant l'élection locale. L'élection locale au 3e arrondissement, le PDG était pratiquement en ballottage. Et il y avait la possibilité pour le CLR et le RPM de s'unir pour créer un contrepoids au PDG. Et ensemble, avec le nombre de conseillers qu'ils pouvaient réunir, ils pouvaient récupérer la mairie du 3e arrondissement. Étant donné que le CLR avait pour ambition aussi de présenter au Parti démocratique gabonais sa force sur le terrain, mais Barreau Chambrier a simplement décliné l'offre, a refusé qu'il y ait une collaboration entre le CLR et le RPM parce que simplement il n'y voyait pas un intérêt particulier pour pouvoir réellement s'associer au CLR. Or, les militants et les conseillers qui avaient été élus sur le siège, eux, ils estimaient que s'ils avaient réussi à créer cette alliance avec le CLR, peut-être le PDG n'aurait pas eu le 3e arrondissement. Donc, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de ces militants qui étaient engagés sur ce siège-là, et certains qui sont au conseil municipal de cet arrondissement, eh bien, ils se posent quand même des questions sur la volonté réelle de Barreau Chambrier à pouvoir occuper des charges ou à faire en sorte que son parti puisse avoir une véritable assise politique sur le plan non seulement des zones comme Libreville ou encore sur le plan national. Et même là, on lui refuse le fait qu'il n'arrive pas aujourd'hui, 2 ans après, à installer le parti à travers le pays. Au-delà des simples alliances avec Jean Ping, il ne voit pas une autre activité qui les mènerait à croire qu'il peut être le candidat, qui peut les rassembler, qui peut réellement être l'alter ego d'Ali Bongo en cas de présentation de ce dernier à la prochaine élection présidentielle. Donc, tout ça aussi rentre en ligne de compte. Tout ça est pris en compte par un certain nombre de cadres au sein de la formation politique parce que, pour beaucoup, il n'est pas question aujourd'hui qu'ils soient pris dans l'étau de ce qu'ils ont refusé au PDG où on a la consécration d'une candidature naturelle alors qu'il y a certains qui ont certainement des velléités et qui aimeraient les exprimer, mais malheureusement ils n'y arrivent pas parce qu'on leur martèle à longueur de journée le parti a été créé pour que Barreau Chambrier devienne le président de la République, donc où il soit candidat à l'élection présidentielle prochaine. Donc, on est en 2021, il parle déjà des présidentielles. Mais ça commence. C'est maintenant que ça commence. En réalité, la campagne devrait commencer maintenant. Du moins de façon officieuse, pas officielle. Parce que c'est maintenant qu'on commence à affûter les armes, c'est maintenant qu'on commence à chercher les ressorts pour pouvoir réellement impacter sur le terrain. Et ce n'est pas de façon fortuite. Quand vous voyez Serge Maurice Mabiala part de secrétaire général, secrétaire exécutif adjoint du RPM, donc il connaît bien le modèle, la logique qui règne au sein du RPM et ayant été un compagnon pendant un moment de Michel Menga lorsque tous étaient au RHM et ce dernier était secrétaire général, il y a quand même une connivence qui fait que quand il arrive au Rassemblement Héritage et Modernité, on lui donne la responsabilité d'être le secrétaire exécutif de cette formation. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui compte énormément. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes disaient que le fait qu'il soit parti, ça va énormément déstabiliser l'environnement politique immédiat du RPM parce que, par exemple, au niveau de Mouila, pendant les élections locales, il a fallu conjuguer avec beaucoup d'équations pour permettre à ce qu'il y ait, par exemple, la candidature d'un certain nombre de leaders au niveau de la commune de Mouila, même dans l'Angounier. Donc, dès cet instant, Serge Maurice Mabiala a pesé de son poids au niveau
niveau de la commune de Mouila, mais également dans le département pour permettre à ce que le RPM puisse avoir le score qu'il a eu là-bas. Parce que c'est l'un des bastions aujourd'hui du RPM. Et dès cet instant, on voit bien qu'aujourd'hui, il y avait comme une querelle de leadership. Et surtout que quand on regarde bien, vous avez un président qui a été battu au 4e arrondissement de Libreville. Toi, tu as un mandat électif. Ça sous-entend que tu te dis quand même quelque part que tu es peut-être plus crédible que ces derniers au niveau de l'électorat parce que tu portes un mandat électif. Lui, il est juste président. Il n'a pas réussi à faire face à un jeune, à quelqu'un qui est sorti de nulle part et qui a été propulsé député du 4e arrondissement, notamment Mike, qu'on appelle Mike Abakunya. Et dès cet instant, il y a forcément des gens en interne qui ne sont pas nécessairement d'accord avec le leadership que tu imprimes. Et d'ailleurs, on nous rapporte que il y a le fait qu'il met beaucoup plus en avant sa stature on va dire, de bourgeois, que beaucoup plus une réelle stratégie politique qui lui permettrait de convaincre un peu plus les militants. Et vous savez que c'était sur ce cheval de bataille, du moins sur cet argument que le PDG a réussi à convaincre les électeurs au niveau du 4e arrondissement lorsqu'il était candidat, parce qu'on disait que ce n'est pas un siège qu'on devrait avoir par héritage, mais c'est une question de convaincre les électeurs, c'est une question d'engagement sur le terrain. Et malheureusement, on a comme l'impression que Barreau-Chambrier fait la politique des salons feutrés. Et c'est ce qui, aujourd'hui, peut-être peut justifier à plus d'une équation le départ de Serge Maurice Mabiala. Ensuite, il y a eu le mercato également avec quelqu'un qui est déjà déclaré candidat à l'élection présidentielle. Je ne sais pas comment ils vont faire. Parce que si Serge Maurice Mabiala est le secrétaire exécutif, ça veut dire que c'est lui qui imprime la ligne politique du Rassemblement Héritage et Modernité. Et dès cet instant, le nouveau vice-président qu'ils viennent d'avoir, qui est Gervais Onyan, lui également, n'est pas une personne de moindre calibre au niveau local. Parce qu'on le connaît quand même. C'est vrai, on a vu un certain papillonnage politique, notamment du PDG au CLR, du CLR à l'UNPR avec lui Gaston Maïla. Mais n'empêche qu'il reste quand même quelqu'un sur qui on peut compter en termes de stratégie de par sa formation universitaire. C'est quelqu'un qui a énormément contribué lorsqu'il était aux côtés du chef de l'État, Ali Bongo, au ministère de la Défense, à faire en sorte qu'il y ait une certaine modernisation de l'armée, qui a énormément contribué. On se rappelle que l'année dernière, il a fait beaucoup de campagnes lorsqu'il présentait les projets sur lesquels, sur le plan républicain, il a participé ou pour lesquels il a donné du moins du sien pour pouvoir arriver à leur aboutissement. On a cité par exemple le Britannique militaire, mais n'empêche qu'il s'est quand même déjà présenté comme potentiel candidat à l'élection présidentielle de 2023. Est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre en interne? Est-ce que ce sera le choix de faire ce qu'on appelle souvent un scrutin interne pour pouvoir sortir une candidature? Est-ce qu'il y aura des arrangements qui vont s'établir? Mais n'empêche que Michel Menga a quand même réussi aujourd'hui à ramener au sein d'Héritage et Modernité deux fortes personnalités. Deux personnalités qui ne sont pas des moindres sur la scène politique locale et qui ont quand même une certaine lecture de la République, qui ont occupé un certain nombre de fonctions et qui peuvent aujourd'hui, avec beaucoup de tact, arriver à convaincre auprès des militants d'Héritage et Modernité, mais surtout qui, par le passé, ont quand même une vie aux côtés du chef de l'État. Donc, c'est quand même un point important. On ne peut plus se demander si Héritage et Modernité de Michel Menga est désormais un parti de la majorité. Je crois que ce débat a été clos avec ce congrès de la clarification parce que, en choisissant de suivre la ligne politique du chef de l'État, ça sous-entend que désormais, son parti est membre de la majorité. Quoique, jusqu'à ce jour, on attend toujours qu'il y ait une nouvelle configuration de la majorité. Vous savez que le CLR l'avait demandé lorsque le docteur Nicolas Sellé avait été propulsé délégué général du CLR. Elle avait émis le souhait qu'il y ait aujourd'hui une nouvelle organisation qui permette de resituer les forces en présence au sein de la majorité, qu'il y ait une nouvelle rencontre, une nouvelle signature de convention entre tous les partis, parce que c'est un peu de tout désormais. On ne sait pas exactement où nous allons dans la majorité. Donc, on espère tout simplement que ces choix
vont être porteurs pour cette formation politique et que finalement, on arrivera à avoir un RHM qui va se déployer à travers le pays, comme l'a promis son président. Mais n'empêche, le départ de Serge Maurice Mabiala est un coup dur porté au RPM. D'accord, ok. Donc le RPM n'a plus son... Il est maintenant parti. Il est au RHM. En fait, il est reparti à la maison mère. Donc il va de gauche à droite, quoi, genre comme une balle de ping-pong. Mais c'est aussi ce que tu poses comme problématique est importante. C'est vrai qu'on pourrait aujourd'hui quand même... Transhumance politique, c'est ça. Genre, oui, c'est ça. C'est de ça dont tu parles. Et exactement, malheureusement, c'est pourquoi j'ai parlé de papillonnage politique lorsqu'il s'agit de Gervais Onyan. C'est pratiquement la même chose aujourd'hui, même si à quelques proportions près, on ne peut pas réellement dire que Serge Maurice Mabiala a fait de la transhumance au-delà du fait que le parti soit désormais inscrit proche du pouvoir ou de la majorité, mais il y a que certainement les idéaux qui étaient ceux de RHM au départ, on l'ont convaincu pour repartir à la base, parce que le RPM, c'est quand même une dissidence du RHM. Donc, dès cet instant, on espère tout simplement qu'ils réussiront à tenir le pari qu'ils ont promis à leurs militants. D'accord. Gina, qu'est-ce que tu penses de la transhumance politique? La transhumance, c'est un grand terme. On en a parlé depuis plusieurs années. On dirait le titre d'un film. On en a parlé depuis plusieurs années ici. Je pense que les leaders politiques, en fait, nous montrent chaque année et au fur et à mesure des générations que parfois, en fait, ce qu'ils défendent, c'est pas une idéologie, c'est pas un concept, en fait. Ils migrent au gré des intérêts. Après, ça doit être propre au domaine de la politique. Mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est que les politiciens, c'est pas pour rien qu'on les appelle les leaders politiques, parce que d'une certaine manière, ils influencent aussi les gens qui les suivent, en fait, comment on appelle ça? Leurs militants, et que ce type de comportement, en fait, a une influence négative sur la société. Les gens ne sont pas fidèles, en fait. Ils ne sont pas fidèles ni à leur conjoint ou conjointe, ni à leur idéologie, ni à leur religion, ni à leur travail, ni à rien, en fait. La fidélité, c'est franchement la chose la moins partagée dans ce pays. Et je pense que les leaders politiques, je ne dis pas qu'ils sont totalement responsables de cet état des faits. Je pense quand même que c'est pas isolé. Mais j'ai dit au fil des générations, hein, c'est pas seulement ceux qui sont là. Ça a toujours été comme ça. On suit les intérêts, en fait. Tu vois, et ça se répercute ensuite sur la société. Même les amitiés. Tu plantes ton ami depuis toujours parce que tu as un nouveau pote qui a le pognon et puis qui t'assure, genre, le groove, qui te paye des bières et machin. Tu plantes ton gars parce que tu suis l'autre gars qui est marié, mais qui te donne du pognon et qui a la voiture. Tu vois, tu laisses ton travail parce qu'il y a une autre entreprise qui a ouvert l'argent, qui a le buzz, et puis tu te dis que l'entreprise là a plus de poids que l'entreprise dans laquelle tu galères. En griffe, tu vois. Or, tu ne sais pas que dans la vie, en fait, c'est une course de fond, tu vois. C'est pas la course de vitesse. La course de vitesse, là... Nous sommes en 2021, restez concentrés. Il est exactement 9h57. Voilà, on a terminé avec le Da Fresh Morning. Mérène Ruth va venir avec l'horoscope des auditeurs. Demain, c'est jeudi. La radio passe en mode old school. On reste concentré et on se retrouve demain à 7h. Da Fresh Morning.